Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté de DMG. C'est Dame de Béquet Jacqueline qui raconte toujours les histoires de son quartier. J'ai une petite histoire qui a été racontée par l'une de mes cousines qui avait toujours des problèmes avec son problème de santé avec son mari. Elle a eu son mari qui a été très très malade et son mari souffrait. Il est parti à l'hôpital. On demandait, on ne voyait pas, on faisait les visites, on ne voyait pas le problème de sa santé. On demandait qu'est-ce qu'il a, on ne voyait pas. C'est après toutes les recherches qu'on a vu que on disait que c'était le cœur. On a vu le cardiaque dans les remèdes, on ne voit rien. Après le cardiaque a commencé à donner les remèdes parce que le battement de cœur était un peu c'est rapide, c'est pas. On a essayé de donner le traitement. À fur et à mesure qu'on donnait un traitement à suivre pour le mois, il donnait rien. On changeait de traitement. C'est comme ça qu'on a regardé. On a commencé à se tourner et il faisait des rêves. Des rêves qui faisaient qu'il voyait 3 hommes, 2 hommes et une femme qui étaient toujours là en train de le chercher. Il disait, on lui demandait est-ce que tu vois ces messieurs-là? Il dit qu'il les voit mais il ne les reconnaît pas. Il voit seulement, il ne voit pas bien les faces. Qu'il le suivait et qu'il lui disait que monsieur, tout ce que tu as travaillé, tu ne mangeras pas. Et sa femme disait toujours, il se réveillait la nuit, il disait ça à sa femme. Sa femme lui dit, dis-leur que tu vas manger, ce que tu as travaillé, tu vas manger. C'est comme ça qu'on regardait, partait toujours à l'hôpital. Le cas était toujours grave, hospitalisé aujourd'hui, hospitalisé demain. Il sort, après il revient, rien. C'est comme ça qu'il prenait alors le traitement. Comme son mari travaillait, on l'a évacué. Et les rumeurs disaient seulement que, oh, ça doit être le frère de son papa qui lui fait ça. Il a un blanc. Il a pris la magie des blancs. Il a un blanc qui exécute souvent ses mots. Quand il veut tuer quelqu'un, c'est le blanc qui vient te chercher, qui fait comme ça. Les rumeurs, quand on dit que quelqu'un est a trempé, quoi, tout ça, on racontait. Elle disait toujours qu'elle partait à l'hôpital. C'est comme ça que comme son mari travaille dans une bonne société, on l'a évacué en Europe, au Maroc. Il est parti au Maroc là-bas. Maman, on trouvait qu'on ne pouvait même pas, on dit le cœur, parce qu'il y a parfois on change le cœur pour mettre la pile. On dit que le cœur est fatigué, on ne pouvait pas. On voulait changer pour mettre la pile, on n'a pas pu. C'est comme ça qu'il ne faisait que maigrir. Et il faisait toujours ce cauchemar. Les gens là faisaient que le poursuivre. Ils disent que tu ne meurs pas, on le pousse. Elle dit qu'elle est restée là-bas avec son mari à l'hôpital pendant près de 2 mois. Pas de suite. Elle était toujours en train de... Et elle rappelle d'abord que quand elle était... Ses oncles qu'on disait qu'on soupçonnait qu'il était dangereux, là, qu'il tuait les gens, qu'il avait un blanc. Il n'a pas mis pied. Toutes les hospitalisations qu'il faisait là au Cameroun, il n'avait pas mis pied. Ni sa femme. Mais quand il avait changé d'endroit de l'hôpital parce qu'il devait être évacué, c'est ce même jour qu'il est venu, que sa femme est venue le chercher. Il dit que mais on va le chercher maintenant, c'est comme s'il sent qu'il va se déplacer. Et la personne a menti. Elle dit qu'elle était obligée de dire qu'ils sont encore dans cet hôpital-là. L'hôpital cardiologue dit que tu es encore là. Oh, il s'était déjà déplacé pour pouvoir voyager. Mais tu sais, comme les gens sont mystiques, il a vu, ces gens-là ont su que il est en train de voyager. Je ne sais pas, mais je me dis qu'ils ont voyagé avec eux, mystiquement. Ils sont arrivés là-bas au Maroc. C'est ce que je me dis, parce qu'elle dit que quand elle est arrivée là-bas, elle l'a vu dans le rêve, qu'elle marchait sur les routes du Maroc là-bas.
Elle, sa femme, la femme du monsieur qui est malade, elle marche en route, elle voit un blanc qui ne fait que suivre sa silhouette. Donc, elle marche le blanc sur sa silhouette, elle marche le blanc sur sa silhouette. Elle dit que, mais le blanc, c'est quoi? Elle me veut même quoi? Et elle se tourne comme ça, elle voit le blanc fait comme si il ne s'arrête pas. Quand on suit quelqu'un, elle dit qu'elle a vu un blanc. Elle dit que, attends, quand elle veut se tourner comme ça, elle veut traverser. Quand elle traverse pour que le blanc ne suive plus au côté de la route. Elle part là-bas, le blanc suit. C'est quand elle replace comme ça qu'elle voit son oncle là-bas, face à face, qui lui dit que tu t'embrouilles même là pour rien. Tu crois que tout ce que tu fais là, voyager, quitter le Cameroun, venir ici, ça fait quoi? Tu t'embrouilles là pour rien. Il faut laisser tout ce que tu fais là. Arrête ça. Arrête ce que tu fais là. Elle a sauté, elle s'est réveillée. Elle a dit à son mari que papa, l'affaire qu'on dit ici là, je vois que c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, la veille qu'on devait voyager là, quand ta tante est venue pour demander là, ils ont cherché, c'est ceux qui ont pris leur avion de nuit pour venir nous suivre ici. J'ai vu le blanc là, comme on en parle toujours, j'ai vu le blanc. Et quand j'ai vu le blanc, monsieur, en tout cas, elle a expliqué la scène qui s'est passée dans son rêve. Son mari a dit que, c'est Dieu seul qui sait. Mais le Seigneur qui va décider, c'est comme ça qu'elle a tout fait. Le traitement ne donnait pas, quand on voulait forcément pour l'opérer, ça ne donnait pas. Comme ça qu'elle a pu, elle est rentrée. Arrivé, ça n'allait toujours pas. Elle a essayé de cacher son mari pour qu'il ne voie pas, mais ils étaient sur elle, sur lui, ils n'ont pas pu. Comme ça qu'elle a fait le traitement. En tout cas, ça n'a pas pu supporter. Il maigrissait, tout ce qu'on donnait, rien. Après, elle est décédée. On lui sont en train de dire que vraiment la magie noire, même si tu fuis comment, quand on t'a déjà pris, parce qu'elle croyait que le fait de quitter ici le Cameroun pour partir au Maroc, elle serait protégée. Vraiment, ça n'a pas protégé. Tous ces gens-là étaient toujours là-bas. Voilà qu'il y a les avions de nuit. Ils ont suivi et puis il est parti. Qu'on se méfie trop des gens. Et se méfier vraiment. Il faut les éviter, mais quand ils t'ont déjà pris, me dire que c'est Dieu seul qui donne le dernier mot. Dieu, le Seigneur Jésus a accepté, c'est pour ça qu'il est aussi parti. Mais il a trop souffert. Il avait trop souffert. Il a fait d'abord presque 5 ans de maladie. Et accélération, 6 mois accéléré, qu'il est parti. Fini à petit feu. En tout cas, c'est ce que je voulais essayer de raconter, que on se méfie vraiment des gens. On dit souvent que c'est les méchants qui sont morts. Ce monsieur était calme, il ne parlait même pas. Mais vraiment, avec tout ce qu'il a travaillé, c'est tenir sa famille, faire à ce que sa famille soit bien. Au moment où lui pouvait manger, quand on dit qu'il ne va pas manger, il est parti comme ça, jeune de son âge, après avoir relevé toute sa famille, il est parti. Tout ce qu'il a travaillé n'a pas pu récolter. Donc vraiment, il y a d'autres gens qui disent souvent que les méchants sont bien. Quand tu es trop méchant, tu vis longtemps. Quand tu es trop bon, tu vis moins. En tout cas, faisons toujours du bien. On ne peut pas toujours suivre ses prétextes. Faisons toujours du bien. Et puis, méfions-nous toujours et évitez toujours d'affronter. La prière, c'est Dieu qui nous protège de tous ces gens méchants-là. En tout cas, c'est ce que je voulais raconter aussi, la petite histoire qu'on m'a racontée. Mystique. Bye, c'est Madame Ibeke Jacqueline. Bye, 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 tapoté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, Gentil. Comment tu vas? Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Voilà. L'histoire que je vais te raconter est mienne. Je l'ai vécue il y a pratiquement 5 ans. 5 ans, oui. Déjà, je suis originaire du Cameroun. Et dans mon quartier, je vais taire le nom du quartier et de la ville. Donc, je vais prendre une ville du Cameroun. Dans une ville du Cameroun, j'étais posée chez moi et je voulais faire un transfert de crédit dans mon téléphone. Alors là, je sors et je rencontre un gars avec lequel je discute pas souvent. Et il me dit, bon, je vais emprunter un prénom. Lily, voilà. Il me dit, Lily, je veux parler, je veux qu'on cause. Je lui dis, mais on va causer de quoi? Et il me dit, je veux juste que tu acceptes la relation. Je veux juste que tu sois ma petite amie. On ne fera rien ensemble, toi et moi. On ne va jamais entretenir de rapports sexuels. Même chez moi, si tu veux, ne viens pas.
mais je veux juste ton approbation. Je lui dis, mais c'est quel genre de relation? Il me dit, je sais pourquoi je te dis ça. Voilà. Alors là, chaque fois qu'il me voyait, il me disait la même chose, pratiquement pendant une semaine. Mais je me suis dit, ce jeune homme a quel problème? Alors un soir, on se voit, je lui dis, d'accord, j'accepte la relation avec toi. On se change de numéro et on se met à papoter. Il était plutôt discret, absent, silencieux. À le moment, j'allais le voir chez lui, mais c'était froid. On ne dirait pas qu'on était en relation. Moi, je me posais des questions. Une nuit, DMG, comme je suis en train de te dire là, une nuit, je me suis endormie. Je rêve qu'on me transporte dans un hôpital. Et dans cet hôpital-là, on me montre ce qui se passe. Je vois comment les bébés sont... comment je vais dire ça? On me montre comment on prend le sang des bébés pour nourrir les personnes. Pour nourrir des personnes, en fait. Alors, j'avais tellement peur dans le rêve. J'essaye de me réveiller. Et on me dit, tu n'es pas en train de rêver. Tu es avec nous. Je suis en train de me battre sur le lit pour me réveiller. Mais je n'arrive pas. Parce que dans le rêve, on me dit, tu n'es pas en train de rêver. Tu es avec nous. C'est comme ça qu'on me transporte dans une grande rivière. Et dans la rivière, je reconnais beaucoup de personnes. Et il y avait un chef qui est assis. Il avait un trône et ses sujets à côté de lui. Et il me dit, depuis qu'on te cherche, tu as cette capacité-là de nous ramener les personnes dans notre royaume. Alors depuis on te cherche, on veut que tu sois avec nous. On veut que tu ramènes les âmes. Je leur ai dit que moi je ne peux pas faire ça. Alors le chef n'a même pas attendu que je finisse de parler. Et il dit, ok, commençons notre tradition, notre initiation. Et c'est comme ça que les gars, il y avait un roulement de tambour. Pam, 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 pam. Et un monsieur est sorti de nulle part avec un cœur humain qui battait rempli de sang. Et il me dit que je devais avaler ce cœur humain pour être initié et leur appartenir. Et à ma grande surprise, le jeune homme qui m'a demandé d'avoir une relation avec lui est sorti de nulle part. Et là-bas, il était sûrement haut gradé. Il dit au chef de tout arrêter parce qu'il me connaît et il sait comment m'initier. Voilà, il arrête ma main et il me chuchote à l'oreille. Comme j'ai arrêté ta main là, on va se mettre à courir. Cours, ne regarde pas derrière et n'ouvre pas ta bouche pour parler. Il a serré ma main fortement et il m'a dit courons. J'ai couru dans le rêve. Et je me suis mise à parler. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit au départ que c'est ce qui m'attendait? Et c'est comme ça que le monsieur qui avait le cœur qui battait a lancé. Les gouttes de sang humain sont entrées dans ma bouche. Il me regarde, il m'a dit, je t'ai demandé de ne pas ouvrir la bouche. Cours avec moi, cours seulement. Je me suis mise à courir. On a couru. On a traversé un autre cours d'eau et il y a des personnes qui nous suivaient, qui voulaient nous rattraper. On l'a mordu au niveau du cou. On a enlevé une grosse partie de chair là au niveau de son cou. Il s'est battu comme il pouvait. Il m'a arrêté. On a couru dans le rêve. On a couru dans le rêve. Et alors, il allait me cacher dans une maison. Il me dit, Lily, attends-moi là, je vais vérifier si on est toujours en train de nous poursuivre. Si on ne nous poursuit plus, tu vas te réveiller. Mais si on nous poursuit encore, tu vas courir.
Je lui dis d'accord, je t'attends. C'est comme ça qu'il est parti. Fouiller, vérifier si on nous poursuivait encore. Et il a constaté qu'on ne nous poursuit plus. Il est venu me dire, Lily, réveille-toi. Il me dit, Lily, maintenant tu peux te réveiller. J'ouvre les yeux. Je me suis réveillée. J'étais froide. Donc j'avais froid et chaud au même moment. J'étais fatiguée. Et mon cousin, père son âme, dit qu'il m'a réveillée toute la nuit parce qu'il voyait comment je me débattais dans le rêve. Alors à 6 heures, dès que j'ouvre les yeux, ce jeune homme-là était la première personne à m'envoyer le message. Il me dit, bonjour Lily, comment tu te sens ce matin? Tu as bien dormi? Parce que moi pas. Je suis en train d'être transférée à l'hôpital. Il n'arrive parce que je n'arrive pas à bouger la tête. Oui, il n'arrive pas à bouger la tête. C'est là où je comprends que dans le rêve, on l'a mordu. Quand on courait, les personnes sont sorties pour le mordre. Donc du coup, cette morsure-là a eu, spirituellement, a eu un impact physique, a eu des conséquences négatives sur lui. Et il est à l'hôpital depuis ce jour-là. On a même arrêté de se parler. Quand on se voit, on se traverse comme s'il ne m'avait jamais dit bonjour. Et je me disais, je racontais l'histoire à mon papa. Et je me disais que si j'avais refusé d'être avec lui, comment je serais maintenant. Et après cela, je suis allée voir, après, oui, j'ai appelé mon apôtre et il m'a demandé de rapidement le rejoindre. Quand je suis arrivée, il a prié pour moi. Il a prié pour moi. J'ai vomi de ces choses. Il a prié. Maintenant, je rends gloire à Dieu. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté DMG TV. C'est encore votre médium, non médium. Je reviens avec une histoire c'est l'histoire de ma formation dans l'un des pays du Maghreb là qui continue. On avait une collègue qui vivait avec une de mes amies. Et donc cette collègue là, elle avait beaucoup de problèmes. Elle avait beaucoup de problèmes. Cette histoire, je ne sais pas si je vais la raconter en deux parties. C'était quelqu'un que j'aimais bien. Elle avait beaucoup de problèmes. Donc, elle vivait avec cette amie qui était en même temps une parente. Elles vivaient ensemble et un jour, vous savez, dans les pays du Maghreb, là, il y a l'hiver. Donc, on achetait des chauffages d'appoint. Donc, un jour, après une séance de prière, les chauffages d'appoint ne marchaient plus. Donc, ma parente me dit, ah mais tout d'un coup, mon chauffage d'appoint ne marche plus, je ne sais pas ce qui ne va pas et tout. Et moi, je lui dis, peut-être qu'il y a eu un court-circuit, ça a pété. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Donc, on achète un autre chauffage d'appoint, pareil. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. On se dit, bon, on va laisser. Et on continue nos prières. Donc, ce jour-là, la fille nous dit qu'elle a perdu son téléphone. Donc, on rentre de la formation. On lui dit, peut-être que tu as oublié ton téléphone à la maison. On rentre chez elle. On fouille toute la maison. On ne trouve pas le téléphone. On fouille la maison de fond en comble. On a fouillé sa chambre. De fond en comble, on ne trouve pas son téléphone. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On commence à faire des déclarations. On fait des déclarations, Et là, on ressort. On sort et tout. Et au moment où on revient à la maison, et on essaie de la réconforter que non, il ne faut pas t'inquiéter, tu vas retrouver ton téléphone. Et donc, on ouvre la chambre
On ouvre la porte de la chambre. Et là, tu as le téléphone qui avait été juste posé sur son lit. Juste posé. Posé. Tout simplement posé. Et donc là, on hallucine. On se dit, mais c'est quoi ça? On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, on continue nos séances de prière. Parce qu'on priait, on se disait, bon, nous sommes dans un pays étranger, il vaut mieux avoir une couverture spirituelle. Donc, nous prions. Et moi, dans un rêve, je vois des singes. Vous voyez comme les singes qui sont dans la guerre des singes. Donc là, je vois un singe qui grimpe sur leur immeuble. Et il saute à ma fenêtre, il dit, je vais l'appeler Jeanne. On cherche Jeanne. Et moi, dans le rêve, je dis, vous cherchez Jeanne, pourquoi? On cherche Jeanne. Je dis, mais Jeanne n'est pas avec moi. Ils disent, ah, donc c'est toi qui prie pour elle, c'est toi qui veux la protéger. T'es qui pour la protéger? Je me dis, c'est quelle histoire? Donc le singe me dit, t'as intérêt à ne plus prier avec elle. Elle nous appartient. Donc, quand je fais ce rêve, je me réveille, je prie. Je prie, je me dis, mais c'est quelle histoire et tout. Et ma parente, depuis le pays, un prêtre la suivait, il dit, ah, t'es avec une fille là. Vous priez avec elle. Arrêtez de prier avec elle. Ces batailles ne sont pas vos batailles. Donc elle, quand elle me le dit, je dis, c'est bizarre. Ça rejoint le rêve que moi j'ai fait où le singe vient me dire, pourquoi tu protèges Jeanne? Et là, elle me dit, on va arrêter de prier. Hein. On va prier, on va arrêter de prier avec elle, quoi. Je dis, oui, mais est-ce que être chrétien ne nécessite pas d'aider les autres? Si on prie plus avec elle, c'est un peu comme si on l'a rejetée. Elle me dit, non, écoute, on n'est pas mandaté pour prier pour elle, donc on va laisser. Et là, elle va ouvrir la porte de sa chambre, de la maison, désolé, de son appartement. Il y a un éclair qui quitte le salon, qui s'apprêtait, elle était avec cette Jeanne, qui s'apprêtait à elle la frapper. Donc, au moment où elle voit l'éclair traverser le salon pour la frapper, écrit Jésus, l'éclair est retourné. Et là, coupure d'électricité. Donc, quand elle me le dit, moi, je lui dis, oh, si ça se trouve, c'est un court-circuit. Elle me dit, non, non, c'était une attaque. Je dis, ok. Finalement, elle déménage, elle vient dans mon immeuble. Et quand elle vient dans mon immeuble, je fais un rêve où je suis avec Jeanne. Et Jeanne me dit, prête-moi ton ordinateur. Je lui dis, mais je ne peux pas te prêter mon ordinateur. Nous sommes en train de rédiger des mémoires. Elle me dit, non, il faut que tu me prêtes ton ordinateur. Et donc, dans le rêve, je dis, bon, ok, je te prête mon ordinateur, mais tu me le rends. Dans le rêve, je lui prête mon ordinateur et elle part avec. Donc, dans le même rêve, je vais la voir et je dis, rends-moi mon ordinateur. Elle me dit, non, je ne te le rends pas. Et on se dispute et je lui arrache l'ordinateur des mains. Quand je lui arrache l'ordinateur des mains, mon ordinateur se casse. Et là, je lui dis, tu vois ce que tu as fait? Et dans le rêve, quand j'allume l'ordinateur, je me rends compte que tous mes fichiers sont effacés. Donc, je me fâche contre elle. Et je lui dis, bon là, tu as effacé tous mes fichiers. Moi, comment je fais pour rédiger mon mémoire? Donc, je me réveille et je prie. Je prie, et puis ça passe. Donc, j'ouvre mon ordinateur parce que je dois rédiger mon mémoire. Mon ordinateur avait, je ne sais pas si les gens connaissent, un ventilateur externe. Mon frère m'avait acheté un ventilateur externe pour ordinateur, ce qui faisait que même si je portais mon ordinateur sur les genoux, je n'avais pas mon ordinateur fixé sur moi. Ce ventilateur externe servait de support et avait un port USB qu'on branchait à l'ordinateur et ça ventilait l'ordinateur. Donc ça faisait que l'ordinateur ayant un ordinateur portatif, donc vous voyez, ayant déjà un ventilateur intégré, plus le ventilateur externe, faisait que l'ordinateur ne chauffait pas. Je vous dis ça pour bien comprendre.
Je ne sais pourquoi mon ordinateur, quand je l'allume, dès que je commence à écrire, mon ordinateur se met à fumer. Fumer. Il n'était pas branché. Il fume. Et quand il fume, je débranche. Là, c'est dans la réalité, hein. Le rêve, c'est que elle m'a arraché l'ordinateur, elle m'a effacé les données. Et là, je débranche je débranche le ventilateur externe. L'ordinateur fume. J'ai juste le réflexe de retirer la batterie et de poser l'ordinateur. Je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et là, je prie. Je dis, ah non. Je lis tout esprit d'échec, de machin, d'attaque. Je lis. Je rallume l'ordinateur. Je me rends compte que mon ordinateur a un ventilateur donc intégré qui est cassé. Bah, du coup, comme je n'ai que le ventilateur externe, pour l'allumer, il ne fonctionne plus qu'avec le ventilateur externe. Et là, je suis mal. Je me dis, mais pourquoi? Donc, je vais voir ma parente. Je lui dis, ah, il m'est arrivé quelque chose. Elle me dit, t'es arrivé quoi? Je dis, voilà, j'ai fait tel rêve et regarde ce qui s'est passé. Elle me dit, oh, c'est une coïncidence ou quoi? Parce que voilà, moi, mon ordinateur, ben, il a cramé, j'ai perdu tous mes fichiers. Elle, tout son ordinateur s'est effacé. Et moi, mon ordinateur a fumé. Et là, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, entre-temps, la fille ne nous dit plus bonjour. Elle ne nous dit plus bonjour. C'est à peine, on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Et un autre jour, je dors, je rêve que ses parents m'ont prise, ils m'ont ramené au pays et ils m'ont ligoté. Ils me disent, de quel droit, toi, tu te mets avec ta parente pour troubler votre enfant? Je lui dis, mais c'est qui votre enfant? Il dit, ah, tu connais pas Jeanne? Et là, dans le rêve, je vois Jeanne qui arrive et elle lui demande, c'est celle-là qui te trouble? Elle dit oui. Et ils me disent, bon, comme on a réussi à te ramener et t'enchaîner, on va te mettre dans un coffre. Et au moment où ils essaient de me mettre dans le coffre, je commence à déclarer, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Et quand je dis ça, il crie, ah, elle a réussi à casser ses chaînes. Et donc, quand les chaînes se brisent, je me réveille chez moi. Je suis en sueur, comme si j'avais vraiment lutté. Et là, je prie tellement. Je me réveille malade que je ne vais pas travailler. Je ne vais pas à la formation. Je dors. Et quand je dors, je me réveille encore plus malade. Je me dis non, je ne vais pas être malade. Donc, alors que je ne vais pas bien, cette Jeanne vient me voir et me dit, ah, j'ai besoin que tu m'aides, je veux acheter une tablette. Je ne vais pas bien. Je l'accompagne au centre-ville pour acheter une tablette. Et je la prends vraiment comme ma petite sœur, je la taquine et tout. Et je lui dis, ben, elle me dit, quelle tablette je peux prendre? Donc je lui explique un peu et tout ça. Et je vois qu'elle hésite, qu'elle ne veut pas, si on change tout le temps de boutique. Je lui ai dit, écoute, si tu as peur de dépenser ton argent, l'argent, ça va, ça vient. Et il y avait une dame dans la boutique qui parle aussi à son frère de la même chose. Elle dit, ah ben tu vois, ce que je t'ai expliqué, il ne faut jamais avoir peur de dépenser parce que l'argent, ça va, ça vient. Donc, je l'aide à acheter sa tablette. Elle hésitait. Je lui dis, écoute, c'est pas grave. Tu prends cette tablette, tu vas l'essayer à la maison. Et si à la maison, tu trouves que tu n'arrives pas, ça ne te convient pas, bah, moi, je te la rachète sans problème. Elle me dit, tu es sûre? Je dis, d'accord. Elle dit, oui, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas comme les autres tablettes. Je dis, il n'y a pas de souci. Tu vas l'utiliser, tu vas l'essayer. Si elle ne te va pas, elle ne te convient pas, moi, je te la rachète. Et là, je vois qu'elle tarde. Et moi, je ne me sens pas bien. Du coup, ma parente m'appelle pour me dire, mais vous êtes où? Je lui dis, ah ben écoute, je l'ai accompagnée à acheter la tablette, mais moi, je ne me sens pas bien. Elle me fait marcher dans toute la ville. Je veux juste rentrer, quoi. Donc, voilà, je lui ai proposé que si elle ne veut pas de la tablette, je vais la racheter. Elle me dit, ok, d'accord. Mais rentrez.
Et donc, je dis même à ma parente, bah, j'ai trouvé des gens qui peuvent racheter les pièces de ton ordinateur en pièces détachées. Elle me dit, ok, rentrez. Et là, ce sera une partie 2. Donc, du coup, c'est toujours votre médium non médium. Je continue l'histoire avec Jeanne. Je rentre à la maison. On se dit au revoir et tout. Je rentre. Et comme je suis malade, je vais me coucher. Le lendemain, parce que déjà, même quand tu étais venue me voir, elle me dit, ah, j'ai appris que tu étais malade, c'est pourquoi tu n'étais pas en formation, machin. J'ai dit oui. Elle me dit, ah, finalement, j'ai ramené la tablette. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas donnée? Moi, je l'ai la racheter. Elle me dit, ah non, j'ai préféré la ramener. Ils m'ont quand même remboursé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, les jours qui suivent, je vais mieux. Je vais avec ma parente en ville. Et là, elle reçoit un coup de fil. Du petit frère de cette fille-là, qui dit que voilà, on m'appelle depuis le pays pour dire qu'il y a quelqu'un parmi vous qui frappe, qui traumatise ma soeur et tout ça. Je dis, mais c'est qui? Et là, le petit frère, il donne mon nom de famille. Et elle lui dit, ah, mais c'est la médium. Il dit, quoi? Mais comment ça, c'est la médium? Parce que papa m'a appelé et tout. Il dit, non, c'est la médium. Il dit, non, mais je crois pas. Ça peut pas être elle. Il dit, si, mais non, elles n'ont pas de problème. Même hier encore, elles étaient là. Ce matin, même, elle est encore venue la voir pour voir si elle allait bien. Et là, elle me dit, t'as un problème avec elle? Je dis, non. Et donc, notre supérieur nous appelle. Et là, je tombe des nues. Donc, il y a un rapport détaillé sur moi, comme quoi moi, j'agresse cette fille. Que moi, je suis son bourreau. Je passe mon temps à la frapper, à la traumatiser, à lui crier dessus. Je tombe des nues. Pourquoi cette histoire débarque? Parce que quand elles emménagent dans mon immeuble, moi, je reçois des programmes pour ma parente. Donc, on commence à prier avec elle. On prie avec elle pour ses problèmes à elle. Moi, je lui donne des programmes. Depuis le pays, le prêtre qui la suit lui confirme ses programmes. Donc, elle met du sel dans la maison. Et quand je dis dans la maison, c'est vraiment dans sa chambre, quoi. C'est pas dans toute la maison. Devant la porte de sa chambre, dans chaque coin de sa chambre. Quand elle passe la serpillère, elle met du sel, elle met de l'eau bénite. Donc, elle a commencé à avoir des rituels. Et un jour, elle trouve un corbeau suspendu dans un coin de mur. On ne sait pas comment le corbeau était suspendu. Il était ni accroché sur un clou, ni accroché sur un bâton ou sur une corde. Le corbeau était accroché. Donc, elle a juste eu le temps de faire une photo. Le temps qu'elle m'appelle pour que je monte, le corbeau s'est enfui. Il s'est envolé. Et quand elle me montre la photo, il ne pouvait pas être accroché sur le mur. Un corbeau n'a pas de pattes en ventouse pour s'accrocher au mur. Et donc là, on a intensifié la prière. Et c'est suite à ces prières-là que moi, je fais le rêve où on m'a attaché. Les parents de Jeanne ont essayé de me mettre dans un coffre. Et je suis tombée malade. Donc, quand le petit frère de Jeanne l'appelle pour dire que moi, je frappe Jeanne, et que notre supérieur dit qu'il y a un rapport sur moi au pays, comme quoi moi, je frappe Jeanne, elle convoque une réunion. Elle appelle... vous savez, la Bible dit toujours que si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, appelez les sages. Donc, elle appelle celui qui prie avec nous. Elle appelle une personne comme témoin. Et moi, je suis là, elle aussi. Elle dit, voilà, le petit frère de Jeanne a appelé, il se passe ça, ça, ça. Ils disent que la médium est en train de frapper Jeanne et tout. Donc, pour arrêter ça, nous, on a convoqué cette réunion pour essayer de savoir ce qui ne va pas. Et là, Jeanne nous sort des feuilles avec date, heure. Elle dit, voilà, tel jour, la médium, on est ensemble. Quand je t'ai appelé, tu as répondu quoi? Tel jour, à telle heure,
Tu m'as serré dans tes bras. Je n'aime pas ça. J'ai dit, mais c'était un câlin. Elle me dit, oui, mais moi, je n'aime pas ça. Je lui ai posé la question, quel est ton vrai problème? Elle dit, oui, vous sortez, vous priez, vous faites ci. Elle dit, moi, je suis comme mon père. Je ne supporte pas le sel. Et quand elle parlait, on avait l'impression qu'elle était en train de se transformer. Je vous assure, elle a changé de forme. Elle était en train de monter. Je la regardais, je dis, attends, c'est quelle histoire? Elle dit, moi, je suis comme mon papa. Vous mettez le sel dans la maison. Vous faites des prières, ça m'incommode, je ne peux plus. Je n'arrive dans cette maison, moi aussi j'ai une chambre, moi aussi je paye, mais je ne suis pas en paix parce que vous avez mis du sel partout. Je ne supporte pas le sel, je ne supporte pas vos prières, vous priez contre moi. Et là, je m'énerve, je lui dis, écoute, si ce n'est pas parce que je suis conduit par le Saint-Esprit, j'allais te taper. Et dit que si c'est la prière qui te met dans cet état, devant tout le monde, je te dis, je n'arrêterai jamais de prier. Parce que déjà, les prières qu'on fait, ce n'est pas contre toi. Ce sont ses programmes à elle pour les combats qu'elle a au pays. Maintenant, si la prière t'incommode et que le sel t'incommode, ma chérie, je n'y peux rien. Où j'étais, j'avais envie de la frapper. Mais pour avoir le Saint-Esprit, m'avait donné une maîtrise là. J'étais gay. C'est une petite fille. Je dois avoir au moins peut-être 4 ou 5 ans de plus qu'elle. Ce jour-là, je suis restée là. J'ai dit, ouf, je croyais avoir tout vu au Bénin, mais là, ça me dépasse. Elle avoue que la prière la dérange. Qu'elle, elle est comme son papa. Elle ne supporte pas le sel et que le sel qu'on a mis là l'incommodait. Donc, elle nous a dressé toute une liste de tout ce qu'on faisait qui l'incommodait. Je dis, ok. Je dis, d'accord, j'ai compris. Maintenant, à quel moment, moi, je t'ai frappé? Au point où tu vas salir mon nom jusqu'à auprès de nos supérieurs. Elle n'a pas pu me répondre. Je dis, écoute, si je t'ai toujours pris comme ma soeur. Elle dit, oui, mais tu m'as fait acheter une tablette que je ne voulais pas. J'ai dit, je t'avais dit que j'allais racheter la tablette. Mais il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? Comme le fait que je te prenne comme ma soeur, que je t'achète des vêtements, que je te prenne dans mes bras, que voilà, on te coiffe et tout, on va arrêter ça. On va arrêter ça. Mais ma chérie, la prière, on ne l'arrêtera jamais. C'est soit tu apprends à vivre avec, soit tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais si ce n'est que moi, je n'arrêterai jamais de prier parce que toi, ça te dérange. Elle dit, d'accord, de toute manière, je suis adulte. J'ai dit, oui, ok, en tant qu'adulte vacciné, fais ce que tu as à faire. Quelques temps après, quand nous avons fini la réunion, quelques jours après, elle a libéré la maison, elle a libéré l'appartement, elle a déménagé. Donc, je tiens, pourquoi je fais ce témoignage? C'est une petite fille. Aujourd'hui, c'est une femme, mais c'était une petite fille. À l'époque, elle devait avoir tout au plus 23 ans. Elle n'était pas grande, elle n'était pas vieille. C'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 10 ans. Hein. Faites attention quand vous envoyez vos enfants en formation dans les pays étrangers. Et même quand il y a des formations avec bourse. Parmi ces gens-là, il y a des gens avec des visages d'anges, mais qui sont des sorciers, qui volent l'intelligence, qui attaquent. Et comme on était dans une période de rédaction, elle a essayé de voler l'intelligence en essayant de gâter mon ordinateur, en essayant de gâter l'ordinateur de ma parente. Et ensuite, il y a eu le téléphone qui a disparu. J'ai même oublié. On avait été ensemble une fois. Mes clés, suite au rêve que j'avais fait, où le singe venait me dire, arrête de prier pour elle. Elle nous appartient. Je suis allée à l'école. Les portes, en tout cas ceux qui sont
au Maghreb savent, pour fermer les portes, tu fermes avec la clé. Donc, tant que tu n'enlèves pas la clé, la porte ne sera pas fermée. Donc, j'ai fermé ma porte. La porte à clé, c'est moi qui ai fermé la porte parce que j'étais avec ma colocataire. J'ai mis les clés dans mon sac, je suis allée en formation. Pendant qu'on était là, en formation, quelque chose me dit, où sont tes clés? Je dis, comment ça, où sont mes clés? Je fouille mon sac, les clés avaient disparu. Et là, je suis dans tous mes états. Je me dis, j'ai fait tomber mes clés, machin, machin. Ma coloc me dit, peut-être qu'elles sont restées à la maison. Je dis, non, puisque c'est moi qui ai fermé la porte. Elle dit, oui, oui, c'est vrai. Et même Jeanne, elle confirme que oui, tu as fermé la porte devant moi. Les clés étaient avec toi. Ça, c'est après l'épisode de son téléphone qu'on avait retrouvé. Donc, tout le temps qu'on était à l'école, moi, mon cœur n'était pas en paix. Finalement, je prends la clé de ma coloc. On va faire un double. Je rentre à la maison. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. J'ouvre la porte de l'appartement. Je retrouve les clés, s'il vous plaît, accrochées à la poignée de ma porte. C'est impossible. À la poignée de la porte de ma chambre, les clés avaient été posées sur la poignée. On s'est regardé, on était choqués. Alors que les clés avaient été mises dans mon sac. C'est pas comme si j'avais mis les clés dans mon sac. C'est un trousseau. Un trousseau de clés. Pas une clé, un trousseau de clés. Donc, elles avaient vu comment, si j'avais été sûre, j'aurais pu dire que d'accord, je me suis trompée. Mais le trousseau de clés, je l'avais mis dans le sac en leur présence. Et elles avaient témoigné. Vous savez, certaines personnes là ont été choisies dans leur famille pour représenter quelque chose. D'autres ont été dédiés à des esprits. Et j'avais compris que cette Jeanne avait été dédiée à des esprits. Et que moi, le fait que je suive sa coloc en prière, du coup, on m'a attaqué. On m'a attaqué de plusieurs manières possibles. Plusieurs manières possibles. Même ma bourse, la bourse que je prenais tous les mois, avait failli être coupée parce que son père avait du pouvoir. Donc, parce que comme le père avait du pouvoir, il s'est plaint au supérieur et donc on a commencé à vouloir tout me bloquer. Je ne pouvais rien prendre, je ne pouvais pas toucher à ma bourse sans donner des justificatifs que j'allais bien en cours. Donc, ils m'ont pourri la vie les quelques mois qui restaient. Vraiment, ils m'ont pourri la vie. Faites attention. Faites attention aux gens, à vos enfants quand vous les envoyez en formation et tirez les oreilles à vos enfants. Les amitiés là, il ne faut pas les charger. Vous voyez quelqu'un qui semble avoir ses problèmes, vous l'associez dans vos prières. Il ne faut pas prier pour vous, prier pour vos familles, mais n'allez pas charger les problèmes des gens. Voilà comment nous adresser des ordonnances de choses qu'on faisait. Quelqu'un qui vivait avec nous, que je coiffais, qui mangeait avec nous quand on cuisinait. On ne savait pas qu'elle était dédiée à des esprits et que nos prières la dérangeaient. Protégez-vous du mieux que vous pouvez. Le monde est méchant. Soyez bénis. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Ça c'est au moins la 3e histoire que je vous envoie, sauf que mes histoires ne sont jamais publiées. Là je reviens encore avec une autre histoire mystique qui s'est déroulée chez nous ici au Congo. L'histoire s'intitule Le diable. Le diable. Le diable. Le diable est un mauvais maître. C'est l'histoire d'un monsieur qui était tout puissant dans sa famille. Il donnait du boulot, il a donné du boulot à presque tout le monde dans sa famille. Sauf que après avoir donné, s'il te donne le boulot, dans quelques temps après, tu dois mourir. Et la famille commençait à constater que chaque fois qu'il se faisait sortir un arrêté, où il envoyait quelqu'un
offrait une personne au boulot. La personne en question, quelques mois après, ou bien même une année ou 2 ans, la personne devait mourir. Alors sa famille s'est mise à chercher. Ils ont eu un monsieur qui leur a dit, qui leur a confirmé juste ce qu'ils pensaient que c'est l'homme fort de la famille. S'il te donne du boulot, dans quelques années ou bien quelques mois, si tu as malchance, tu vas y passer. Après, ils ont commencé à travailler, à chercher comment faire pour rendre l'ascenseur ou encore faire payer à la personne ou au plus puissant de la famille qui faisait que qui faisait que qui faisait que manger les gens, comme on dit chez nous aussi au Congo. Après, ils ont commencé à travailler un monsieur qui leur a dit non, ils peuvent travailler sur lui, mais sauf que le monsieur le monsieur est protégé. Là où il garde son corps, c'est en France. Ah, mais comment c'est en France? Là où il garde son corps dans un cimetière en France. Pour arriver là-bas, pour travailler sur le monsieur, pour que le monsieur puisse mourir, ils doivent aller au cimetière, le cimetière dans un cimetière en France, là où le monsieur garde son corps. Ah, ils ont commencé, mais non, la plupart de la famille, ils étaient que des gens qui arrivaient à peine à se nourrir. Tu sais, chez nous en Afrique, pour avoir le visa et aller en France, acheter le billet, c'est tout. C'est vraiment compliqué. Ils ont un monsieur qui leur a dit, bon, moi je peux travailler sur vous, mais à condition que vous me ramenez, vous partez à l'aéroport. Cherchez-moi n'importe quelle feuille qui arrive dans les colis là. Mais vous devez payer l'argent. En retour, ramenez-moi ça, je vais travailler sur ça. Et la famille en question, ils ont délégué quelqu'un qui est allé à l'aéroport. Il a causé avec les gens de l'aéroport. Les gens de l'aéroport, c'est que leur intérêt sur l'argent. Ceux qui travaillent là où les colis arrivent là. Ils ont expliqué que non, nous on a besoin juste d'une feuille qui revient de l'Europe, de la de France, par Air France, on va vous payer. Le monsieur n'a pas discuté, il a remis, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a cherché, on l'a remis l'argent, il a donné la feuille, il revenait de France. Après ils sont repartis sur le monsieur a travaillé sur ça, Et à un moment, je dis bon, vous allez voir, partez. Et l'homme fort de la famille se doutait de rien. Il était là, avait amené sa belle vie. Il avait fait un tour chez lui et dans son village. Lui et son chauffeur. En rentrant sur la capitale, ils ont vu une très belle fille. Une très belle fille sur la route. Le monsieur l'a abordé. Tout est comme il aime aussi les femmes, il a abordé. Il a abordé la fille. Non, la fille, vraiment, tu es vraiment très belle. Tu ressembles à l'air d'un de mes parents que j'ai peur. Non, ils sont comme bon, tu vas vers où? Madame Moussa dit là, je vais là où elle partait. Le monsieur l'a fait monter. Ils commencent à causer, ils sont derrière le chauffeur devant. En avançant, le chauffeur aussi, la plupart des chauffeurs, souvent, je dis pas tous, mais la plupart ont des trucs un peu mystiques. Le chauffeur, il commence à rouler, en roulant là. Il regarde par le rétroviseur, il voit que le patron est seul. Il arrête la voiture. Il dit au patron, s'il te plaît patron, fais descendre la fille. Le patron l'engueule. Toi tu es fou, tu es malade. Depuis quand tu me donnes les ordres? Le chauffeur rétorque, insiste, chauffeur patron.
Faites descendre la fille. Tu vas aller devant la voiture. Voilà, juste démarrer un peu. Ils ont même pas fait juste 3 à 4 minutes. Ils ont eu un tonneau. Ils ont eu un grave accident. L'homme le plus debout de la famille est décédé sur le champ. Et le chauffeur avait eu seulement des blessures, il avait survécu. Mais en parlant de ce qui s'est passé, il était obligé. Parce que si on le laissait parler, il allait dire beaucoup de choses. On était obligé de le faire taire. Voilà un peu mon histoire, ma troisième histoire. J'espère que celle-ci sera publiée, diffusée, aimée, commentée, likée. C'est Monsieur L depuis le Congo Brazzaville. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Ma deuxième histoire, ça se passe à Boké en 2009 quand je vais saluer mes grands-parents, voilà, qui sont en 2009 depuis des lustres, voilà. Et cette histoire-là, moi, je vendais les croissants d'une tata. Je faisais des croissants à domicile avec le four, où on fait les fours avec le sabre rouge, là, la terre rouge, on monte des fours africains, là, où elle fait braiser le bois sec là-dedans, et puis après, elle retire les braises, et puis, bon, c'est dans ça qu'elle faisait ses croissants. Voilà. Donc, du coup, je partais d'abord dans une école de la place à Boaké, dans une école, c'est lycée moderne jeune fille. Donc, je partais vendre là-bas. Maintenant, après, quand je finissais là-bas comme ça, que je venais reprendre un peu pour aller me balader avec Sandrine. Donc, un jour, je vais comme ça me balader. Je revenais vers les 18h, hein, ouais, 18h. Je revenais comme ça tout doucement. Et puis, je vois, parce que il y a de Belleville 1, parce qu'il y a Belleville 1 et il y a Belleville 2. Donc, j'ai pris la voie de Belleville 1. De Belleville 1, il y a arrivé à Kokoyan, ça c'est une commune de là-bas. Voilà, Boké là-bas. Entre Belleville 1 et Koko, il y a un cimetière qui est là. Donc, du coup, je passe là-bas tous les jours, hein, peu importe la journée, le matin, voilà. Souvent, le soir, même 17h, 18h, je reviens, je passe. En passant, même, tu peux voir les cimetières des gens là, sur la route, quoi. Bon, pour moi, c'était une habitude, ça me faisait pas peur. Sauf qu'un jour, en venant à 18h, je viens de trouver quelque chose de blanc, tout blanc. Tu sens que c'est quelqu'un qui s'est emballé là-dedans. Comme de la manière que les musulmans emballent les cadavres, là. Ouais, c'était comme ça. Et puis la chose est assise là, comme ça. Comme si la personne s'est mise à genoux. Et puis il y a Calibas qui est déposé juste devant. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Au départ, je voulais me gonfler, quoi. Genre, je veux passer. Voilà, moi, je me dis, mais... Parce que j'ai lancé d'abord 2 ou 3 pieds. J'ai vu que la personne ne bougeait pas. Il dit, ah, moi, je vais passer, hein. Donc, c'est comme ça que je prends la route. Je veux m'approcher. Quand je suis presque arrivée, je suis pas trop loin de la personne. Je vois que ça bouge, comme si la personne se levait subitement. Il dit, ah, c'est quoi ça? Donc, moi, j'ai pris peur. Je me suis retournée en vitesse. J'ai commencé à taper les portes qui sont dans les alentours. Personne ne m'a répondu. Personne ne m'a ouvert la porte. J'ai trouvé ça bizarre. Pourtant, quand je passe là tous les jours, les gens me connaissent. Ils disent, ah, aidez-moi. Je suis la fille qui peut vendre les croissants là. Celle qui passe ici, là, la fille chez laquelle vous achetez les croissants, mais personne. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Et c'est comme ça que j'ai vu que, bon, il n'y avait pas d'autre ici. Je me suis encore étonnée. Et c'est comme ça qu'il y a un de mes clients, il y a les motos-taxis, les motos qui prennent les gens, ils font des motos-taxis. Tu veux aller tant, bon, je vais dans telle commune, paye tant, et puis on te dépose. Voilà. Donc je croise un jeune comme ça, lui me dit, mais hey, à cette heure-là, tu vas où? Pourtant, tu n'as même plus de croissant dans le seau, là, tu vas où encore? J'ai essayé de passer sur ma route habituelle, sauf que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai trouvé. Il m'a dit, ah, mais c'est bizarre. Bon, monte sur la moto, je te dépose.
Et c'est comme ça qu'il se retourne avec moi à moto. Et arrivé là, on ne voit rien, on ne voit personne. Lui me dit, mais toi, tu es sûr que c'était pas dans tes imaginations. Il dit, oh frère, ça fait des années que je vois ici, tu m'as déjà vu faire ou dire ces genres de trucs là. Il m'a dit, bah, c'est bizarre, mais ça peut arriver. Et c'est comme ça que lui me fait traverser le cimetière, il va me déposer devant. Voilà, moi, je me retourne. Tranquillement, je prends mon seau devant sa moto parce que moi j'étais derrière, il a mis le seau devant et puis quand je suis descendu, j'ai pris mon seau, lui aussi, il a dit bon, comme ça on sait pas c'est quoi, moi je vais pas me retenir là, moi je vais continuer, je vais passer par la voie qui sera vers le camp parce qu'il y avait les camps de policiers là, lui il a préféré sortir là et moi j'ai continué ma route, je suis partie. Ah, ça c'est la deuxième histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG. J'ai encore une histoire mystique que je vais raconter DMG. DMG, j'ai mon beau-frère, un de mes beaux-frères qui était dans les trucs pas très bien. Très bien, même quand on a quelqu'un qui a les moyens et qu'on puisse le prendre pour qu'il puisse t'aider pour les enfants. Non, il faut faire très attention. Parce que ces gens-là, quand ils ont bien les moyens, ils viennent prendre ton enfant pour pouvoir élever. Tu crois que c'est pour t'aider, alors qu'il a un plan à faire à cet enfant. Je te dis que ce monsieur a pris l'enfant de sa grande soeur. Je dit que c'est toujours l'histoire de mon quartier que je vous raconte comme ça. Il a pris l'enfant de son grand frère, payer la pension de l'enfant, s'occuper, dire que là c'est mon enfant, lui faire les études, l'emmener en Russie. Il a son bac, il est parti en Russie pour prendre la médecine. Le gars a sorti médecine en Russie. Il est resté là-bas. Dès qu'il est resté là-bas, le moment est arrivé. Je ne sais pas, DMG. Le moment qui arrive maintenant, la maman est toujours en train de danser, qu'elle a un enfant à l'étranger, si c'est là, qui fait ceci, les médecins. Il dit rien de bon, l'enfant n'arrive même pas en voyage pour venir ici. Quand son heure arrive, c'est lui-même qui demande, on voit seulement l'enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé. DMG. On appelle seulement son père de venir chercher son enfant à l'aéroport. Il est quitté de l'aéroport. Je ne peux même pas dire, moi je vois que c'était un mystique parce que l'enfant est quitté là-bas. Peut-être que là où il était au lieu de service, là où il travaillait avec le truc comme le truc de docteur comme au cours, là, c'est pas qu'on appelle qu'on a selon la température d'abattement du cœur là. C'est ça qu'il avait au cou et se retrouve à l'aéroport. Son père est venu le chercher à l'aéroport. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il vient le chercher à l'aéroport. Il le prend la main sans rien DMG. Le gars est médecin qui est en Russie. Dès qu'il vient là, il est resté là au quartier. Il rentre à la maison. Ça dit, on ne savait même pas quoi dire. Il y a quoi? Il dit qu'il ne sait, lui ne sait même pas ce qui s'est passé. Il n'a même pas su comment expliquer. Donc je ne sais, moi il me dit seulement qu'il a disparu, c'est pas de venir atterrir comme ça. Voilà qu'il reste comme ça. On ne peut pas jeter l'enfant. L'enfant vient à la maison, il est resté. Même pas un bic, même pas. Je crois qu'il avait que son bic à main avec le truc là, c'est tout. Ils l'ont accueilli parce qu'il est rentré dans la famille. Il est rentré là. C'est comme ça qu'il est resté maintenant. De peur que on va poser des questions pour qui est parti regarder, qui est parti voir. Qui est parti voir? Personne. C'est comme ça qu'on est parti prendre l'enfant. Il a vu que ici, s'il part directement, on saura. Il a fait à ce qu'il l'amène dans un centre là pour qu'il essaie d'exercer les trucs de médecins là comme ça, là, lancer là comme ça, pour essayer de voiler les yeux comme ça. Elle a voilé les yeux, le gars était là, dit qu'il est docteur ici, docteur cela, elle a fait peut-être 1 an de médecine, le temps passé là. Quand le moment est arrivé qu'il le prenne DMG, on a seulement vu un après-midi, un tourbillon qui a contourné cet enfant. Qui a tourné après le jour, en plein jour, il y avait 13h, tourbillon. Quand ça a fait comme ça, la semaine passe, la semaine qui suit, maman, on parlait après l'enfant. Pip, 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 pip. On a mené ça à l'hôpital général. Ça n'a même pas fait 5 minutes, le gars est décédé. Le médecin qui est parti en Suisse sans rien décédé. Dès qu'il décède, et comme lui donnait l'argent à la famille, à la mère, à tout, un bourgeois, je ne peux même pas donner son nom parce qu'il est connu, c'est un monsieur connu. Je ne peux pas appeler son nom, il est connu. Je dis qu'il l'a fait. Personne ne pouvait parler, ça se voyait. C'est là où, quand le moment arrive, moi j'étais au deuil.
J'arrive au deuil, le monsieur, les gens pleurent. Maman, je voulais que vous aussi, que les gens de notre communauté me disent si c'est vrai, ceux qui savent ça. Parce que moi, je dis que quand quelqu'un qui a tué ne doit pas regarder le front de l'enfant, c'est-à-dire de la personne que tu as. Si tu sais que tu as tué quelqu'un, que c'est toi qui es à l'origine du décès de la personne, que ce soit l'enfant, que ce soit n'importe qui, et le cercueil peut être là. Tu ne dois pas regarder le front de cet enfant, fixer la face de l'enfant. Comme ça, sa face, tu fixes son front comme ça, jamais. On va te mettre le corps là, mais tu lances la vue de l'autre côté, tu lances la tête de l'autre côté pour ne pas affronter sa face. Même j'ai essayé de suivre ce monsieur à la morgue. Tous les cérémonies, comme des gens qui pleuraient, le monsieur était là debout, on tournait comme ça. Il n'a pas regardé la face de cet enfant. Parce que comme moi, je suis toujours Thomas, j'entends les choses, j'ai dit que pour ça, c'est comme toujours raconté, je vais essayer d'exercer ça ici, je vais voir. J'ai regardé ce monsieur, il n'a pas regardé le fond de cet enfant. Il n'a pas regardé le fond de cet enfant jusqu'à ce qu'on a fermé le cercueil. Il tournait tout autour, Il n'a pas regardé le fond de cet enfant. On a fermé. On a fermé le cercueil. Enfin, qui pouvait parler, qui pouvait demander? C'est lui qui a payé les études, c'est lui qui a amené l'enfant au truc, c'est lui qui a vendu à leur venue. Ça va servir alors à quoi? C'est pour ça que je dis que maman, laissons dire qu'on a les gens riches dans la famille pour donner nos enfants pour qu'on paye l'école. Ces gens-là, si c'est un agent sale, il va récupérer ton enfant, tu ne pourras même pas manger. On a pris l'enfant, aider, payer l'école, l'enfant, les parents n'ont même pas pu exploiter l'argent parce qu'il avait fait un plan sur cet enfant qui va le vendre. L'enfant est parti comme ça. Donc, quand quelqu'un a son enfant et que même si c'est les baies que tu fais, même si c'est le pain alcool que tu vends pour élever ton enfant, n'est pas toujours se fier qu'on a tel grand type dans la famille qui peut élever mon enfant, on a tel grand type dans la famille. Ils prennent comme ça, après, ils les vendent après. Quand tu ne connais pas ce que le monsieur fait avec son argent, de ne pas donner nos enfants à n'importe qui. Vraiment. On paye l'école de ton enfant, on fait tout. Après, on tue ton enfant, tu ne manges rien. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mieux d'aller prendre l'argent, payer l'école de ton enfant, et soit ce qu'il est, ce qu'il soit. Dieu bénit toujours les enfants, même les enfants dont les gens n'ont pas moyen. Donc, soyons très, très, très attentifs. Les aides qu'on nous donne là dehors. Voilà la petite histoire mystique que je voulais vous raconter. Madame Becky Jacqueline, bye, 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 tapoter. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.